extrême. Rien ne va plus dans la paroisse de Sainte-Marie-aux-Fleurs. À Saint-Germain-la-Villeneuve, les membres de l'équipe florale se crêpent le chignon. Une pétition de fidèles circule contre le curé. L'évêque est mécontent, la chapelle Sainte-Gudule est menacée de démolition. On a vandalisé le confessionnal. Et la vieille Marguerite entend parler les morts, sans compter que monsieur le curé a disparu ce matin. Vous avez reconnu sans doute la synopsis de Monsieur le curé fait sa crise. C'était l'œuvre de Jean Mercier, qui nous a quittés il y a quelques années déjà, mais qui perdure dans nos mémoires grâce à ce livre qui est disponible à présent, enfin depuis déjà quelques temps, qui fait l'objet d'un spectacle dont va nous parler Grégory Turpin, qui le produit, qui est chanteur bien connu, que je ne présente pas et que je remercie d'être avec nous ce matin pour nous en parler. Je précise que la date, ça sera en septembre à Paris. Et on va parler de cette tournée. Ça va nous sortir aussi peut-être du climat électoral dans lequel on vit aujourd'hui. Bonjour Grégory. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ce Monsieur le curé fait sa crise, le seul en scène. Alors expliquez-nous un peu comment ça se traduit de l'œuvre de Jean Mercier à ce spectacle qui déjà, on peut le dire, obtient un certain succès. Ça fait ça le comble. Ça fait ça le comble. On est presque à la 120e représentation depuis 3 ans. C'est assez incroyable. L'idée, c'est, quand j'ai lu ce livre de Jean Mercier, je voyais déjà un personnage, 2 personnages, 3 personnages, et je l'imaginais sur scène. Et puis j'ai collaboré, j'ai travaillé un temps avec Marie, qui avait édité ce livre, et elle aussi, elle voyait aussi une certaine possibilité de le mettre en scène. Et un jour, j'ai croisé Mehdi Djihadi, qu'on connaît bien pour son spectacle Coming Out, pour tout ce qu'il fait de beau, et je lui parle de cette idée. Seul en scène, lui-même. Lui-même a fait un seul en scène, et je lui parle de cette idée de Monsieur le curé fait sa crise, et en fait, plutôt sur le mode de demande de conseil, et en fait, il est emballé par l'idée, et tout s'accélère, et on décide de monter ce spectacle ensemble, ce spectacle qui aujourd'hui fait un carton. Comment l'expliquez-vous ? Je l'explique parce que déjà, il y a de l'humour, et ça fait du bien de rire. Ça fait du bien de rire de nous-mêmes, parce que tous les personnages sont caricaturés. On se retrouve dans 1, 2 ou voire 3 personnages. Et puis, en même temps, le fond est très important. C'est comment on perçoit nos prêtres, quelle vocation pour nos prêtres, pour nous-mêmes, quelle place nous devons avoir. Enfin, le synopsis que vous venez de dire... Je pense qu'on peut assez vite se dire que ça correspond quand même à la réalité de nos paroisses, sûrement très caricatural, mais quand même, il y a quelque chose de vrai. Je pense qu'on projette beaucoup de choses sur nos prêtres, on attend beaucoup de choses d'eux, alors que parfois on les extrait de leur vraie mission, qui sont l'enseignement, les sacrements. Et c'est ce que va découvrir ce père Benjamin, lorsqu'il va s'emmurer au fond de son presbytère. Grégory, dans quelques jours, il y a des prêtres qui vont être ordonnés. On sait que le mois de juin est la date traditionnelle, ça sera évidemment sur notre antenne, des ordinations, et il y en a 6 pour le diocèse de Paris, et donc on a déjà leur portrait. Ce n'est pas les décourager de dire que finalement leurs aînés font une crise ? Je pense pas que ce soit les décourager. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que dans ma paroisse, il y a une dame qui vient me voir et qui avait vu le spectacle dans une autre paroisse et qui me dit: il faut absolument que vous fassiez venir ce spectacle dans notre paroisse parce que ça va faire passer des messages au curé. Et le curé qui lui-même me dit: ce serait bien que tu fasses venir ce spectacle parce que ça va faire passer des messages aux paroissiens. Et donc je crois que c'est pas du tout découragé, c'est au contraire avoir une vraie réflexion de fond sur nos places, notre vocation à chacun, de laïc, de prêtre. Et que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce spectacle ? C'est que autour du sacrement de réconciliation, autour du pardon, eh bien, il y a quelque chose qui se crée, il y a une union qui se fait de toute la paroisse, et un regard différent que l'on va poser sur le prêtre. Et je pense que Jean Mercier avait rencontré beaucoup de prêtres, et je pense qu'il leur donne vraiment la parole, en fait. Et il était journaliste à La Vie et sillonnait beaucoup la France. Exactement, et je pense qu'en fait, ce spectacle, c'est donner la parole aux prêtres. Alors, faire sa crise, qu'est-ce que ça veut dire pour un prêtre ? Ça veut dire abandonner non pas forcément abandonner le ministère, mais ça veut dire se mettre un peu en retrait, essayer de souffler ? Là, pour le cas du père Benjamin, il s'emmure au fond du jardin. Je pense que c'est peut-être un peu extrême, mais je pense qu'on a nos prêtres qui peuvent, surtout dans le contexte actuel de notre Église, qui parfois peuvent souffrir, qui parfois... sans que l'on s'en rende compte, on met une pression sur eux, sur leurs épaules, parce qu'il faut refaire la toiture, parce qu'ils ne s'engagent pas assez sur tel sujet politique, parce qu'ils font...
Et en fait, c'est vrai que faire sa crise, c'est peut-être aussi un de nos rôles, nous, en tant que laïcs, c'est de prendre soin de nos prêtres et d'être attentifs à eux. Alors le paradoxe, si on peut dire, c'est que d'une certaine façon, c'est un retour à l'essentiel. C'est ça la leçon, parce qu'il va s'emmurer pour retrouver, s'isoler et retrouver en fait le contact, le vrai contact, y compris avec ses paroissiens. Exactement, il va faire une introspection pour dire mais pourquoi je suis devenu prêtre en fait? Quelle était la raison? Je n'avais pas signé pour gérer le crépage de chignons de 2 paroissiennes sur les fleurs qui vont être mises. Je n'ai pas signé pour sauver cette chapelle qui était vouée à la démolition dans la paroisse. J'ai pas signé pour des choses comme ça. J'ai signé parce que j'avais vraiment envie de partager le Christ. Et qu'est-ce qui, dans ma vocation, m'éloigne de ce pourquoi je m'étais engagé au départ. Donc cet emmurement, il est aussi le symbole de se retrouver intérieurement, d'aller puiser au fond pour revenir à ce qui est essentiel. Et là, c'est un emmurement qui laisse quand même une présence passée à travers le mur avec des paroissiens qui viennent le voir. Exactement. Et donc là, c'est le défilé des paroissiens et il revoit un petit peu peut-être les paroissiens face à la souffrance concrète de leurs prêtres commencent à réagir et du coup le rapport s'inverse et le dialogue s'installe, vraiment un débat, un dialogue s'installe, y compris aussi avec son évêque. Et je trouve que c'est il faut aller jusqu'au bout, il faut voir la fin du spectacle. Comment le restitue-t-on justement sur la scène, Grégory Turpin? Vous êtes producteur, vous n'êtes pas metteur en scène. Moi, je suis producteur, mais je savais que pour que le spectacle puisse passer à travers la France, il fallait que ce soit simple à déplacer. Et donc, on a trouvé plusieurs comédiens, parce qu'aujourd'hui, on est au 3e comédien qui joue le spectacle, tellement, on est à la 3e saison. Il fallait que le comédien puisse jouer plusieurs personnages, parce qu'on ne pouvait pas monter une pièce de théâtre. Donc c'est un seul en scène dans lequel il y a presque 12 ou 13 personnages qui sont joués par le même comédien. Et ce qui fait que ça rajoute au comique de la pièce. Ouais. Donc ça veut dire que le comédien, parce que je n'ai pas vu le spectacle, figurez-vous, j'irai le voir volontiers en septembre, le comédien fait des allers-retours pour qu'on saisisse un petit peu le personnage qu'il a pu... on voit, il a pu prendre. Il fait les paroissiennes, il fait l'évêque, il fait tout le monde. Les deux comédiens que nous avons eu jusqu'à présent ont vraiment, Reynold Guedniveau a vraiment su capter des choses. C'est très marrant parce que la première fois que nous l'avons joué devant un parterre de prêtres et d'évêques lors de la journée des prêtres du congrès Mission. Et il y a 3 prêtres qui sont venus me voir à la fin de la représentation en me disant mais vous vous êtes inspiré de mon évêque pour faire la représentation de l'évêque dans le spectacle. Donc je pense que les caricatures sont bien faites. Jean Mercier avait-il d'ailleurs laissé une sorte de testament, de note explicative de la démarche, parce que c'est anonymisé, mais est-ce qu'on peut reconnaître des personnes ou est-ce que c'est fait de telle sorte que justement chacun puisse se retrouver? Je crois que les personnes qui sont caricaturées dans le livre savent qui elles sont. Je peux identifier 2-3 prêtres qui m'ont dit que donc mais n'ont pas fait leur coming out. Non, voilà, c'est ça. On verra. Et donc, il y a Reynold Guedniveau, Pierre Deveau. Oui, et puis un nouveau comédien qui va arriver à la rentrée en septembre. Et donc, on aura la joie de le découvrir à Paris, dans le 3e, à l'église de Saint-Denis du Saint-Sacrement, et puis à Saint-Cloud aussi. Comment sélectionne-t-on un comédien? Vous faites passer des auditions vous-même, Grégory Turpin? Vous êtes dans la salle? Moi, j'ai pas fait passer d'audition. C'est Mehdi Djadi qui a fait ça. On a lancé une annonce. On a casté sur les 3 saisons. Je pense qu'on a dû caster presque 30 personnes. Vraiment l'idée, c'était d'aller vraiment chercher le bon comédien qui a à la fois ce pouvoir comique, parce que c'est très drôle, on rigole beaucoup, et en même temps de pouvoir rentrer dans la profondeur de ce texte et du message qui est dit. Donc il fallait aussi le comprendre, il fallait aussi y adhérer. Donc c'était pas si évident de trouver un comédien qui corresponde à tous ces critères, mais à chaque fois on a été très surpris. Et il y a un spectacle où vous avez vu récemment, c'était dans le dernier volet de la trilogie d'Éric Libaud. Oui, tout à fait, sur Yeshua. Tout à fait. Je me bats avec le démon. Voilà, exactement. On peut dire que ça n'a rien à voir en termes évidemment de mise en scène, de mobilisation d'énergie. Ah oui. C'est presque les 2 extrêmes entre le seul en scène
qui engage un tutoiement avec le public, et le spectacle auquel vous avez participé qui déploie en fait toute une machinerie. Exactement, le spectacle de Éric Libaud, Yeshua, qu'on a joué au Palais des Congrès, c'est beaucoup de lumière, c'est une énorme mise en scène, c'est 70 personnes sur scène, une très belle fresque de la vie de Jésus. J'ai beaucoup pris de plaisir à jouer dans ce spectacle. Mais là, on est dans quelque chose de plus minimaliste, mais je pense que voilà, quand on voit Monsieur le curé fait sa crise, je pense qu'on comprend l'intérêt d'avoir fait cette mise en scène minimaliste avec un seul comédien. Vraiment, j'invite beaucoup à les découvrir parce que ça fait du bien. Les curés sont plutôt prescripteurs en la matière. Je crois que c'est la première fois, moi je produis quand même beaucoup de spectacles, c'est la première fois que c'est les curés eux-mêmes qui nous appellent et qui nous disent qu'ils veulent ce spectacle dans leur diocèse ou dans leur paroisse, parce qu'ils savent que derrière ça va déclencher une discussion de fond. On a beaucoup parlé de ce lien entre les prêtres et les laïcs lors de la question du synode sur la synodalité. Ça semble être le sujet le plus abrasif, ou l'un des plus abrasifs quand même, les relations entre les clercs et les laïcs. Ben oui, parce que cette question, en fait, c'est pas est-ce que le prêtre a tous les pouvoirs. La question, c'est quelle place on donne aux laïcs. C'est plutôt ça, c'est la question. Et qu'est-ce qu'on reconnaît aux laïcs. Et je pense que nous-mêmes, même si on a chacun notre place, en tant que laïc, on attend que le prêtre soit vraiment au centre, au sommet, et on fait peser une pression sur leurs épaules qui, à mon avis, n'est pas toujours très justifiée. Est-ce que le curé n'a pas le sentiment d'être un peu piégé dans l'histoire, dans la mesure où s'il se passe des laïcs, il se retrouve un peu tout seul, il ne peut pas faire sans eux, et en même temps, il voudrait aussi pouvoir déployer toute une pastorale qui ne dépend pas nécessairement de la créativité ni du goût des laïcs. Moi, je me rappelle quand je me suis engagé, je me suis converti, j'avais entendu au JMJ en 97, les jeunes, engagez-vous, l'Église n'attend que vous. C'est exactement ce qu'a dit Monseigneur Aveline aux Français au JMJ à Lisbonne cette année. Et c'est quelque chose que l'on entend énormément. Et pourtant, je me suis dit, en entendant Monseigneur Aveline cette année, en faisant un peu la rétrospective de mon engagement dans l'Église, de me dire, mais en fait, cette injonction de dire engagez-vous, ça engage plus les prêtres, les évêques, que les jeunes eux-mêmes qui, eux, sont là et ont envie de s'engager. Donc, quelle place on donne et comment on accueille des personnalités au sein de nos paroisses, comment on fait grandir les charismes, comment on fait grandir la place des uns et des autres en les respectant. Je pense que c'est ça le vrai rôle du prêtre, c'est comment je fais grandir les charismes de chacun. Monsieur le curé fait sa crise, donc le spectacle se lance en scène en septembre à Paris, 25-26 septembre. C'est première partie musique et Stackline Productions, donc vous êtes deux en fait sur cette histoire. Oui, première partie musique organise, on coproduit, et puis Staweline, c'est la production de Mehdi Djadi. Est-ce que aujourd'hui, Grégory Turpin, un spectacle de cette nature, c'est un gros budget, ça demande de mobiliser beaucoup de choses? C'est un budget C'est autofinancé d'ailleurs? Ça s'autofinance par les places, tout simplement. Et c'est un budget qui peut, c'est une organisation légère qu'une paroisse peut porter. Et on se rend compte en fait que la paroisse commence déjà dès la préparation, dès la communication autour du spectacle, à se mobiliser autour de ce projet. Et en fait, c'est déjà apprendre à travailler ensemble, faire la promotion de ce spectacle. Donc c'est quelque chose qui peut venir vraiment dans toutes les églises. Et on se rend compte avec ce spectacle qu'on va même dans les diocèses dans lesquels il y a très peu de propositions culturelles. Moi, je viens de l'Ariège. Le spectacle a été joué en Ariège. Bon, c'est un tout petit diocèse. Foix, Limoux. Limoux, c'est en Ariège. Non, c'est à côté. C'est l'Aude. Foix, Pamiers. C'est un tout petit diocèse qui ne peut pas forcément se permettre beaucoup de choses. Et là, ils ont fait venir le spectacle et ça a été un succès. Donc, en fait, on se rend compte que on a adapté cette proposition pour qu'elle puisse vraiment voyager. Alors, je posais justement la question parce que donc les tarifs publics, c'est 15-20 euros, 25 euros pour le tarif de soutien, 40 000 spectateurs, 100 dates, 96 villes, 25 km parcourus. Et donc, c'est le rapport entre l'influence que peut avoir un spectacle, le fait
que les médias en parlent, que les gens y aillent, ça crée des événements. Ce rapport entre un coût peut-être minimal et l'influence et le retentissement que ça peut avoir. Donc il y a une réflexion peut-être pour l'Église à avoir sur la manière en fait de parler au monde à travers la culture. Ça c'est quand même... je ne sais pas si cette réflexion elle est un petit peu enclenchée. Il y a quand même eu de beaux spectacles. Oui, on va voir la réouverture de Notre-Dame de Paris. Oui, c'est vrai. Vous êtes associé d'ailleurs à cet événement ou pas, Grégory Pas Turpin? beaucoup, non, pas beaucoup. Mais j'aimerais bien. Mais on ne sait pas comment ça va se passer encore. Non, pas vraiment. Mais vous avez l'air dubitatif. si, non, mais j'aimerais beaucoup. Non, mais la réalité, c'est que oui, bien sûr, on a tous conscience que la culture peut nous aider. Et d'ailleurs, dans ce contexte politique aujourd'hui, on voit... je pense qu'il y a un combat qu'on a perdu il y a très très longtemps dans l'Église, c'est le combat de la culture. Et il y a des années qu'on a perdu ce combat. On s'est pas intéressé, en particulier à la culture populaire. Et on se rend compte qu'il y a une vraie impact, qu'il y a une vraie influence et qu'on doit reprendre les rênes de ça. Mais ça n'est pas du tout une réflexion globale dans l'Église, pas du tout. Et ce spectacle, ce sont des initiatives locales qui ont envie de faire venir le spectacle parce qu'ils voient un intérêt concret pour leur paroisse. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour les concerts. Mais en fait, ça reste très local. Il n'y a pas une réflexion globale de l'Église sur cette question et c'est bien dommage parce que je pense qu'il y a un vrai chantier à avoir et il y a plein d'autres initiatives qui pourraient être lancées. Par exemple, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Moi, par exemple, là, en ce moment, on est en train de préparer les spectacles de Noël dans les paroisses. Et on fait venir des artistes, on fait venir... C'est une occasion de faire rentrer des gens qui ne vont pas à la messe ou que l'on ne touche pas habituellement, de les faire venir dans nos églises. Noël est un moment exceptionnel, mais pour ça, il faut vraiment qu'il y ait des productions, qu'il y ait des spectacles de qualité, qu'il y ait des choses dont qu'on a envie d'aller voir. Et ça reste, c'est un vrai lieu de mission, c'est un vrai lieu d'évangélisation. Mais ça reste d'initiatives locales de certains prêtres qui sont peut-être un peu plus missionnaires ou qui ont un peu ce désir d'annoncer à travers la culture. Et en tout cas dans l'Église, il n'y a pas, à ma connaissance, de structure un peu coordinatrice et d'impulsion de spectacles qui pourraient justement fournir une sorte de fond de roulement, j'allais dire, de présence culturelle. Ça n'existe pas. C'est lié en fait à l'initiative de chacun. Oui. Mais bon, c'est aussi une chance, c'est laissé aux laïcs. C'est c'est ce qui nous a permis aussi de construire cette structure. Nous, par la première partie, nous faisons entre 100 et 150 événements par an dans les paroisses. Donc ça prouve bien qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Maintenant, il faut trouver les bons spectacles. Il y a des spectacles qui n'ont pas marché. Monsieur le curé fait sacré est un énorme succès. Les poèmes de Sainte-Thérèse chantés par Natacha Saint-Pierre, que je produis aussi, c'est un énorme succès. Ça fait maintenant 6 ans que nous traversons la France avec ce spectacle. Donc il y a vraiment quelque chose qui... Quelle est l'attente du public ? L'attente du public, je pense, c'est... On rentre pour se divertir, mais on a besoin d'être nourri. C'est-à-dire que je pense qu'on néglige parfois dans l'Église ce besoin que l'on a aussi de se divertir. Et souvent, on va se divertir à l'extérieur de l'Église. Or, nous pouvons aussi proposer des choses qui sont du divertissement et en plus qui sont nourrissants, enrichissants et qui vont nous pousser dans notre réflexion et peut-être même dans notre chemin de foi. Question impossible, Grégory Turpin. Pourquoi n'a-t-il pas de chanteurs, de chanteuses aussi réputés que Taylor Swift, qui vient à Paris, qui remplit des stades entiers avec une notoriété inouïe? Il y a quand même une industrie derrière à laquelle il faut pouvoir accéder. On y accède en fait. La question c'est vous savez, quand on fait de la musique, on a l'impression qu'il y a un plafond de verre quand même qui est difficile. Il y a très très peu d'artistes qui arrivent à une notoriété mondiale. C'est très français. Aux États-Unis, c'est pas le cas. La musique chrétienne est un énorme business aux États-Unis. En France, on a un peu ce blocage parce que on se dit que la musique chrétienne, c'est un besoin que je peux avoir, par exemple, pour aider dans ma prière. La louange, des choses comme ça. Mais ça n'est pas quelque chose que je vais consommer pour me divertir. Donc c'est un peu la limite. Moi, vous savez, j'ai pas toujours fait de la louange. Je faisais de la musique. J'ai été signé chez Universal. En fait, la difficulté, c'est de dire... Beaucoup de chrétiens disent mais c'est super ce que tu fais parce que ça va parler de la foi à l'extérieur, mais on ne sent pas l'intérêt nous-mêmes de soutenir ce projet, même si en soi on le trouve très bien.
Donc c'est cette grande difficulté de se dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de, entre guillemets, consommer des projets chrétiens pour moi-même, ou est-ce qu'il y a les projets pour la mission et ce dont moi j'ai besoin, c'est-à-dire mon CD de musique sacrée ou mon CD de louange qui m'aide à prier le matin. Vous êtes produit aux États-Unis, vous Non, j'ai le Frenchy, ça pourrait marcher. Hein. Ça pourrait peut-être marcher, mais j'ai chanté dans beaucoup de pays, mais pas aux États-Unis. Grégory Turpin, vous allez poser une question qui va permettre de gagner une place pour 2 personnes pour le Seul en scène. Monsieur le curé fait sa crise, 25-26 septembre à Paris. Et j'espère que ce n'est pas déjà complet, d'ailleurs. On s'arrangera, sinon. Oui, on s'arrangera, on poussera les portes. Alors la question c'est, comment s'appelle l'évêque dans le spectacle Monsieur le curé fait sa crise? Et vous m'écrivez louis.dauphren@radionotre-dame.com, on le fait à l'ancienne avec des mails. Hein. Comment s'appelle l'évêque dans le spectacle Monsieur le curé fait sa crise? Vous donnez juste son nom. Et puis, je précise que cette question concerne la diffusion de l'émission en direct. Hein. Si sur les rediffusions, non, ça sera certainement trop tard pour les personnes qui écouteront la rediffusion. Et donc, louis.dauphren@radionotre-dame.com. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles un peu en gestation? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer prochainement? Alors, on gardera un œil vigilant sur Noël et on va voir comment les choses se préparent. Exactement. Il y a Yeshua, donc une première saison. Donc ça a bien fonctionné. Voilà, première saison, 6 représentations, on n'en est pas allé des congrès. C'était super. Il y a plein de choses qui arrivent à la rentrée, mais c'est peut-être encore un peu tôt. Il y a la 3e saison de Monsieur le curé fait sa crise qui nous prend beaucoup de temps. Et puis on va lancer plein de nouvelles idées. Et côté musique, pour vous? Et pour moi, mon travail de producteur prend beaucoup plus de place. Je prends beaucoup de plaisir à soutenir d'autres projets, à être dans la direction artistique de tel ou tel projet. Mais j'aurai quelques concerts l'année prochaine et je ne veux pas rater ça aussi. Ça fait partie de mon besoin, de mon équilibre. Est-ce qu'il y a, Grégory Turpin, aussi des jeunes pousses qui arrivent un petit peu, des vocations qui naissent aussi dans ce domaine-là et que vous accompagnez? Dans la musique, oui, il y a pas mal de jeunes qui chantent et qui font des choses très très bien. Voilà, il faut que ça pousse, il faut qu'ils trouvent aussi leur propre identité et qu'ils créent quelque chose de nouveau, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Merci beaucoup, Grégory Turpin, d'avoir été notre invité ce matin. À bientôt, je vous souhaite un excellent été, puis je vous dis à la rentrée, de toute façon, pour Monsieur le curé fait sa crise, forcément.